Qui n'a jamais rêvé de voler comme un oiseau? S'affranchir des obstacles, des contraintes et du temps. Incroyable. Pour découvrir des paysages à couper le souffle. Changer de point de vue. S'offrir le luxe d'une rencontre, de coups de cœur. Une balade sur le littoral, faite de petites incursions vers des trésors cachés. Plus de 4000 km de côte française à découvrir, le rêve d'Icare, sans se brûler les ailes. Nous prenons notre envol pour aller découvrir la gigantesque façade atlantique, de la Côte d'Amour à la Côte Basque, en passant par la Gironde. C'est aussi un terroir que nous allons déguster avec les yeux. Mais pour commencer, rapprochons-nous de cette frontière avec la Bretagne Sud, du Croisic au Sable d'Olonne. Selon certains historiens, le Croisic remonterait aux calanques grecques. Une chose est sûre, c'est au XVe siècle que le port breton prend son envol au temps où le sel valait de l'or. Grâce aux cristaux blancs, furent construites les demeures des négociants qui faisaient leur beurre en vendant du sel. Le début d'une longue histoire. À la fin du Moyen-Âge, des navires abordent régulièrement au Croisic pour acheter du sel. Pour assurer la flottaison à l'aller, ils naviguent les cales pleines de pierres. Au retour, c'est le sel qui sert de lest. Et les pierres, direz-vous? Ne sachant que faire de cet encombrant dépôt, la ville en a rempli les murs des maisons et garni 2 curieux monuments situés de part et d'autre du port. Au milieu du 19e siècle, la concurrence du sel extrait des mines fait chuter la production des marais. Le Croisic se tourne alors vers le tourisme et fait construire des résidences en bord de mer. Mais l'aventure allait connaître un rebondissement. À quelques encablures du Croisic, voici les marais de Guérande. S'ils sont encore en état de produire, c'est grâce à une mobilisation qui se cristallise dans les années 70. Contre le sel industriel et l'appétit des promoteurs immobiliers, les ouvriers des marais se liguent pour relancer l'activité. Depuis, le commerce du sel se régénère et la profession recrute tous azimuts. Des nouveaux venus ayant comme idéal commun la préservation de l'environnement. J'ai toujours habité dans le coin, par contre je ne suis pas du tout issu du milieu, j'ai toujours connu les marais, bon c'est un milieu attractif mais j'avais jamais pensé y travailler. Par contre j'avais déjà des préoccupations environnementales, etc. Et c'est vrai qu'il y a un moment ça s'est imposé à moi comme une évidence, quoi. C'est vrai que le marais regroupait vraiment tout ça pour moi, quoi. Tout se fait à la main, pas de machine, pas de pétrole, il n'y a aucun intrant sur le marais, aucun produit phyto, tout ça, on ne parle pas de ça. En plus un métier où à chaque saison on fait un travail différent. Donc c'est pas monotone. Donc voilà, tout ça fait que ce métier m'a plu. Avant même de le pratiquer, ça me plaisait. Et en le pratiquant, ça me plaît encore plus. Après, donc on est un site qui est aussi classé déjà, protégé, très fragile. Très prisé des ornithos parce que c'est un site refuge exceptionnel, quoi. Je vois moitrieuse, goéland cendré, bécasseaux variables. En fonction de l'origine des bécasseaux variables, plus ils sont en Sibérie, plus ils sont loin, plus ils sont gros. À croire qu'en Sibérie, pour survivre, il faut être balèze. Je pourrais peut-être y aller d'ailleurs. La richesse nutritionnelle des marais fait de Guérande une escale appréciée des oiseaux qui viennent refaire le plein avant de voler vers d'autres horizons. Un spectacle
qui attire les ornithologues du monde entier. I have Dunlin and Sanderling. You have it? You've got it in Australia? Oui, on a les mêmes en Australie. Mais c'est très beau ici parce qu'on est en période de reproduction. Souvent, quand on parle, nous, ornitho-écolo, on parle de milieu naturel et les gens disent ouais, les milieux naturels, il n'y en a plus. Ils confondent milieu vierge, milieu naturel. Un milieu vierge, c'est là où, comme on dit, la main de l'homme n'a jamais mis le pied. Un milieu naturel, c'est un milieu où les écosystèmes vivent. Et même s'il a été construit par l'homme. Les marais Salins-de-Guérande, c'est vraiment l'exemple type d'une construction humaine qui est extraordinaire pour la biodiversité. Les marais salants sont indissolublement liés à Guérande. Autrefois, ces sujets étaient exemptés de gabelle, l'impôt sur le sel, car la ville en produisait. Qu'à cela ne tienne, privés de cette rente, les seigneurs du domaine prélevaient une taxe sur le vin. Avec cet argent, furent construits les remparts. Ils sont presque intacts, chose exceptionnelle en France, et font de Guérande une cité médiévale incomparablement bien conservée. À l'extérieur, s'étend une véritable mosaïque de paysages, dont seuls les rails du chemin de fer brisent l'harmonie. Fierté de ce trait de côte, la Baule et ses plages surmontées de dunes couvertes de pins. Ils ont été plantés là pour contenir le sable, menaçant d'envahir les stations balnéaires. Ces arbres sont des pins bénis en réalité pour les promoteurs immobiliers dont les barres d'immeubles monopolisent la vue sur la mer. Aux portes de la réserve naturelle de Brière, le franchissement de la Loire est étourdissant. Et les yeux se fixent aussitôt sur le dernier né des chantiers navals de Saint-Nazaire. Pour séduire les croisiéristes, les armateurs ne savent plus quoi imaginer. Ce paquebot-ci, par exemple, disposera d'une plage de sable fin bordée de palmiers. Les balcons des cabines offrent une vue plongeante sur la ville-port. Un secteur conquis sur d'anciennes friches d'industriels. Voilà tout ce qui reste du passé ouvrier de la ville, le vieux môle, un peu l'ADN de Saint-Nazaire, construit en 1937. Maintenant, prenons le large pour aborder l'île de Noirmoutier. Nous entrons sur la côte des Lumières, avec pour destination les Sables d'Olonne. L'île de Noirmoutier est proche de la côte, mais au bord de la noyade. Les 2/3 de l'île sont situés sous le niveau de la mer, le résultat de travaux séculaires d'endiguement et d'assèchement. En face du continent, la digue se prolonge jusqu'au bois de la Chaise, indétrônable avec sa plage. Sûrement la plus sélecte de Noirmoutier. Difficile de survoler Noirmoutier sans faire un passage au-dessus du Gois. La route sous la mer repose sur un cordon sédimentaire formé à la rencontre de deux courants. Empierré puis pavé, le passage du Gois était longtemps l'unique moyen de rejoindre Noirmoutier. Il est jalonné de balises sur lesquelles les promeneurs imprudents peuvent se réfugier. Car la chaussée n'émerge que 2 heures, 2 fois par jour, quand la marée le décide. Aussi, ceux qui craignent de s'échouer sur un banc de sable font mieux d'emprunter le pont. C'est plus sûr, mais tellement moins pittoresque.
De retour sur le continent, Saint-Jean-de-Mont est le premier spot touristique rencontré sur la côte des Lumières. La ville brille pour sa longue plage et sa promenade recouverte de remblais, dressés pour prévenir les ravages de la mer. Malgré son succès, Saint-Jean-de-Mont ne concurrence pas les Sables d'Olonne qui bétonnent chaque année ses scores de fréquentation touristique. Le charme de cette station balnéaire doit beaucoup à la starisation d'une femme prénommée Danielle et qu'on surnomme ici la Dame au coquillage. Parce que là c'est joli. Tu vas comment bon écoute Evelyne, on va faire les feuilles. Hein. On m'a apporté tout ça hier. Et bien que les gens apportent, c'est sympa. Il y a des fois je ne peux pas tout utiliser. Il y en a que je n'utiliserai peut-être jamais. Tout d'un coup, il y a un trésor dedans. Bon, ça, je me dis, qu'est-ce que je vais faire avec ça? Ça fait 6-7 mois. Et du coup, j'ai fait mes crabes avec. Vous allez voir mes crabes, ils sont super. Allez, on y va? On va les On y voir. va. Ils sont où vos crabes? Là, regardez, regardez. Ah, les yeux, c'est des opercules. Mais ça vient des Philippines. Et c'est le musée des coquillages qui me sponsorise. Pour ça, ça me donne un plus, le musée des coquillages. Bon, écoute, Evelyne, on va faire les feuilles. Hein. Il faut des gros, là. Hein? Alors ça, on trouve ça dans les rochers. Ah oui, alors ça, c'est bien quand quelqu'un m'aide comme ça. Et là, j'ai du boulot. Ouais. Le crabe, je l'ai fait en une demi-heure. Mais avant, il y avait la préparation. Il a fallu que j'y pense, que je le rêve, que je mette les coquillages sur un petit morceau de bois, que je les cherche dans mes boîtes. Les gens ne s'imaginent pas, ça se fait pas comme ça. C'est d'abord l'imagination. Dans quelques années, alors, le quartier de l'île Penotte sera complètement... Non, mais attendez, il y a des gens qui ne veulent pas aussi. Je sais pas. Voilà, il y a des gens Ah, il y a des gens qui veulent pas? Ah oui, je sais pas. Il faut l'autorisation. Alors ça, je l'ai déjà dit. Il faut leur autorisation des propriétaires, parce que c'est leur mur, la mairie et l'architecte des bâtiments de France. Au XVe siècle, une tempête sans précédent frappe les Sables d'Olonne. L'ouragan déclenche la construction d'un remblai où circulent aujourd'hui piétons et automobiles le long d'une des plages les plus prisées de l'Atlantique. Le remblai atteint le chenal d'accès au port où une autre muraille se dresse pour casser les vagues avant qu'elles ne déferlent sur le rivage. Les Sables d'Olonne a été vraiment très protégés par le brise-lames qui est tout au bout et il continue par la digue rouge et ça a vraiment protégé la baie des Sables et tu vas voir qu'ici quand on va sortir on va être super protégé et après on va être beaucoup plus exposé au vent et aux vagues. Donc c'est vraiment le brise-lames qui protège la baie des Sables et notamment la plage du Remblai avec ce superbe sable fin. Et donc là, une fois qu'on va passer cette digue, je pense qu'il va falloir que tu rentres, parce que dans pas longtemps, tu vas être mouillé là. Allez. Cette mise à l'épreuve rappelle que les Sables d'Olonne est la rampe de lancement d'une épreuve qualifiée d'Everest de la mer, le Vendée Globe. Une course autour du monde et en solitaire, sans escale et sans assistance. L'avantage de démarrer aux Sables d'Olonne est qu'avec le vent qui souffle ici, les concurrents sont immédiatement dans le bain. Nous approchons de la côte des Fleurs où trône l'île de Ré, puis ce sera au-dessus de la rade de Rochefort et de l'île d'Oléron que nous descendrons faire escale. Sur l'île de Ré, Saint-Martin est un peu la capitale du petit continent et a conservé ses remparts. Près de 3 siècles auparavant, l'ingénieur Vauban avait fait construire un abri au cœur de la citadelle
où pouvait se réfugier la population de l'île en cas d'invasion. Reliée au continent par le deuxième plus long pont de France, l'île de Ré se trouve en face de l'anse de l'Aiguillon. La baie est constituée d'une superposition de couches plus ou moins vaseuses dans laquelle coule la Sèvre niortaise qui prend sa source dans le marais poitevin. Ainsi, c'est toute la richesse nutritive du marais qui se déverse dans ces vasières et qui convient parfaitement à l'élevage de moules. Ici, la spécialité, c'est la moule de Bouchot. Le nom de ces pieux enfoncés sous plusieurs mètres de vase sur lesquels les coquillages achèvent leur croissance sous la vigilance des mytiliculteurs, les éleveurs de moules. Au début de l'automne, on y enroule des cordes en spirale pour que de l'hiver au printemps, les moules finissent par recouvrir entièrement les piquets. La quantité de moules qu'on récolte ici représente 20% de la production française. Impossible de parcourir la région sans faire escale à La Rochelle. Les tours à l'entrée du Vieux-Port en sont un peu l'emblème. Les navigateurs qui croisent par ici ne manquent jamais d'y jeter l'ancre. La Rochelle est au centre de la côte atlantique et à une trentaine de kilomètres de la Charente. Voici le fleuve qui a donné son nom à deux départements, la Charente et la Charente-Maritime. Arrivé là, un conseil, ne ratez pas le passage du pont transbordeur. Il avait été inauguré en 1900. Voici à peu de choses près comment s'était déroulée la cérémonie. Qu'est-ce qu'on attend là? Monsieur le maire, pour l'inauguration. Et le pont est inauguré. Bonne traversée alors. Merci. Monsieur, bonjour. Il est un temps fou aujourd'hui à traverser. Alors aujourd'hui, il met 4 minutes 30 pour traverser. À l'époque, bien évidemment, c'était le seul moyen de franchir la Charente. Donc les traversées se faisaient en 75 secondes. À l'époque, on montait sur la nacelle, vous aviez des bœufs, des chevaux, des vélos, donc il va falloir aller pouvoir... Non, la nacelle a toujours resté à niveau. Elle se déplace linéairement au-dessus de la Charente, grâce à des rails que vous avez tout là-haut, au chariot. D'un côté, vous avez la ville de Rochefort, de l'autre côté, la ville d'Échillais. Et à l'époque, on changeait aussi de province, on quittait l'Aunis pour arriver en Saintonge. Mais que les touristes se rassurent, aujourd'hui, c'est beaucoup plus simple. Les deux anciennes provinces forment désormais le seul et même département de la Charente-Maritime. Aussitôt à Rochefort, un bâtiment attire notre attention. La Corderie royale était une pièce maîtresse de l'arsenal qui y fut implanté vers la fin du XVIIe siècle. Le bâtiment de 374 mètres fut construit en longueur pour y tresser des cordes d'un seul tenant. La ville rayonnait aussi pour son école de médecine, greffée dans l'ancien hôpital de la Marine. Ville de garnison oblige, elle est alignée au cordeau sur l'ancien casernement. À Rochefort, tout est carré, sauf ces bassins où foisonnaient des milliers d'ouvriers chevillés à la construction des fleurons de la flotte française. Ils ont été creusés au bord de la Charente. Logique. Tout comme l'idée d'embusquer l'arsenal dans un méandre du fleuve pour dissuader tout débarquement ennemi. La ligne défensive, dite ceinture de fer, bouclait la rade de Rochefort en passant par l'île de Ré, l'île d'Oléron, avant de traverser la Seudre.
fort Lupin, sur la rive gauche, formait un dispositif complété à l'entrée du fleuve par la forteresse de Fouras. Point de départ de la fameuse ceinture de fer. Au large, le fort Hennet montait la garde. Et en première ligne, le bastion de l'île d'Aix se souvient d'une dérouillée mémorable. Il avait été rasé par les Anglais avant d'être fortifié par les aigles de Napoléon. À présent, suivons le guide. En ligne de mire se profile la Bastille la plus populaire de l'océan Atlantique. La construction de Fort Boyard est ordonnée à une époque où les canons postés sur l'île n'atteignent pas les navires ennemis. Mais Fort Boyard ne fut achevé qu'au bout de 65 ans. Plus de temps qu'il n'en faut pour faire progresser l'artillerie et augmenter la portée des canons. Résultat, devenant inutile, le fort servit de prison à 15 malheureux détenus avant de céder au feu de la rampe. L'île d'Oléron ferme la rade de Rochefort au sud. Château d'Oléron était le dernier maillon de la ceinture de fer que verrouille Fort Louvois. Il est sûrement de tous le plus enjôleur. Sa cote auprès des touristes l'atteste. Un comble pour la petite forteresse. À marée basse, sa petite digue est littéralement prise d'assaut. Ces parcs, qui s'étendent à perte de vue, font la réputation de l'île d'Oléron. Ils sont une occasion de faire honneur aux ostréiculteurs qui s'enfoncent jusqu'à la taille, été comme hiver, pour déplacer leurs pochons, ces filets où grandissent les huîtres. Leur maniement requiert un savoir-faire sans lesquels les huîtres n'auraient pas la même saveur. Quand la marée monte, une armada de chalands, ces bateaux à fond plat, se forment et foncent sur la côte pour décharger les précieux coquillages. Ils sont ensuite affinés pour obtenir le label des huîtres de la région. Quelques kilomètres plus loin, Marennes est un peu la marraine des huîtres produites ici. Presque toutes se prénomment comme elle. Marennes, Oléron, appellation contrôlée. Les parcs ostréicoles de Marennes-Oléron doivent beaucoup à Napoléon III. C'est lui qui décidait la mise en culture d'huîtres sur d'anciens marais salants de la Seudre. Le fleuve croise le chenal de la Tremblade, premier port ostréicole de France, et certainement le plus pittoresque. Thierry Proust, qui en a une connaissance livresque, ne le dément pas. Ce qui est un peu unique ici, c'est qu'il y a quand même beaucoup de cabanes qui étaient pratiquement abandonnées, qui ont été reprises par des non-ostréiculteurs, qui ont eu à cœur de les réparer, de les repeindre, de les entretenir. Et sans doute comme à l'ancienne, tu vois les petites fenêtres par exemple, qui sont tout à fait caractéristiques des cabanes ostréicoles. Tu as les couleurs. Alors avant, pourquoi c'était des couleurs des fois qui étaient un peu surprenantes? C'était des fonds de peinture qui servaient pour les bateaux ostréicoles. Donc on utilisait la même peinture pour son bateau que pour sa cabane. Donc ça donne des cabanes vertes, des cabanes jaunes, des cabanes rouges, des cabanes bleues. Qu'importe leur couleur, aujourd'hui, la plupart de ces cabanes, un temps abandonnées, a été reconvertie en espace où l'on vient discuter entre amis, autour d'un verre et en dégustant quelques huîtres, bien évidemment. En suivant la côte sauvage, nous filons vers le sud.
là où l'océan pénètre à l'intérieur des terres par l'estuaire de la Gironde, nous atteignons Bordeaux, à Languy sur les rives de la Garonne. À la fin du XVIe siècle, sans GPS, difficile de localiser les bancs de sable embusqués dans l'estuaire de la Gironde. Contre ce danger permanent, un phare est construit par l'architecte Louis de Foix, qui, pas une fois, n'allait démériter. Mais à quel prix? Le pauvre consacre sa richesse et 18 années de sa vie au phare de Cordouan. Mais l'architecte s'éteint avant d'avoir vu la tour éclairer la mer. Quel dommage, car avouez que le phare de Cordouan mérite bien son titre de roi des phares. Les curieux n'hésitent pas à mouiller la chemise, jouer les équilibristes et gravir les marches des appartements royaux aménagés pour des princes qui, caprice de roi oblige, n'y séjournèrent jamais. L'estuaire de la Gironde est une importante voie de transport de marchandises. On comprend dès lors qu'elle soit régulièrement draguée. La rencontre d'eau douce et d'eau salée précipite la formation de vases. Il s'en constitue 7 à 8 millions de tonnes par an, suffisamment pour figer le trafic des cargos si l'estuaire n'était pas raclé. Toujours au cœur de l'estuaire de la Gironde, plus grande entrée maritime d'Europe, il y a 8 îles. Il y a celles qui se sont faites aux hommes, et il y a les autres, les îles restées sauvages, indomptables. Dans celles qui seraient habitables, les hommes ont eu des fortunes diverses, des heures de gloire même. Autant d'expériences qui ne manquent pas d'évoquer quelques souvenirs nostalgiques. C'est un peu l'histoire d'Hubert, petit-fils de châtelain propriétaire d'une de ces îles. Il n'en a jamais hérité. Cette terre promise nourrissait pourtant ses rêves d'enfant. Il y a un cargo qui est en train d'arriver, donc il va passer dans le chenal qui est tout contre la rive. Et il y a un tel appel d'eau quand il passe, que ça fait un reflux et une vague revient en plusieurs fois. Et c'est une des explications de l'érosion de cette partie de l'île. À chaque fois, ça bouffe un petit peu de côte, quoi. Il faut s'imaginer que là on était avant la dernière digue, bien avant la dernière digue, dans un pré au milieu des vaches, hein, là, ici à cet endroit-là. Donc mon grand-père et ses enfants ont passé toutes leurs vacances ici pendant des années. Mes arrière-grands-parents y vivaient, exploitaient la propriété viticole. Il y avait des vendangeurs, il y avait des vaches. Et ils y ont passé aussi l'occupation. Voilà. Mais c'était rongé déjà, l'érosion était énorme. Et en 1956, mon grand-père a vendu. Et dans la famille, personne n'a jamais compris pourquoi. C'est un ermite suisse qui a racheté la maison et qui est mort 25 ans plus tard. Entre-temps, le château a brûlé et Hubert est revenu là aussi souvent que possible pour récupérer des pierres, comme s'il y avait urgence. Quand j'étais enfant, je mangeais dans une assiette octogonale avec des chevrons bleus sur les côtés. Et au fond de l'assiette, il y avait la façade du château dessinée, château Carmeil, avec un calicot et château Carmeil dessous. Et quand j'ai débarqué là, je suis tombé dessus. Et après, pendant les années qui ont suivi, j'ai pas cessé de venir ici, trifouiller, rêvasser. On aurait imaginé ce que ça pouvait être avant. Et puis j'ai démonté des cuves, ramené du chêne chez moi, démonté les balustres du perron, etc. Pendant des années, puis au bout d'un moment, ça n'avait plus tellement de sens, surtout le jour où j'ai fini par essayer de récupérer ces colonnes que j'ai laissées tomber, parce que j'étais tout seul pour les porter et que c'était impossible. Et là, il faudrait tourner la page avec cette histoire, parce qu'on va pas... je pense que je ne vais pas passer le reste de ma vie à regarder ce château que j'ai même pas connu, et pourtant que j'ai l'impression d'avoir connu, s'écrouler pierre après pierre. Je vais pas
Voilà, donc qu'on pourrait achever cette histoire en ramenant ces colonnes. Oui. Avec l'aide de Philippe, un insulaire propriétaire du bateau sur lequel les deux hommes chargent les vestiges, Hubert emporte sa colonne avant que le château ne soit englouti par l'estuaire. Il y a dans cette histoire l'idée incongrue que le papier des cartes postales et la porcelaine des assiettes résistent mieux au temps que la pierre. Le nom de ces îles n'évoque rien pour personne, et c'est très bien ainsi. Elles se nomment l'île Nouvelle, île du Nord, île Verte et l'île Pâtée. Elles ont des allures de terre inexplorées, comme des nappes flottant sur un océan sans nom. La première des îles de l'estuaire, la plus proche de l'océan, est l'île de Patira. Elle est aussi la seule sur laquelle fut construit un phare. En remontant l'estuaire, Bordeaux n'est plus qu'à quelques encablures. Et difficile de sillonner la région sans apercevoir les vignobles qui en font encore sa noblesse. Dans la région bordelaise, les patrimoines culinaires et historiques sont inséparables. Blaye, par exemple, rappelle autant sa forteresse à voir que ses châteaux à boire. S'ils sont moins réputés que le vin, les carrelets, titubant sur la Gironde, appartiennent aussi au patrimoine de la région. Leurs propriétaires en ont presque oublié qu'ils servent à pêcher du poisson. C'est pas terrible la pêche là, hein? Non, puis bon, des petits poissons comme ça, on les garde pas, on les remet. On les remet à l'eau. De toute façon, la taille réglementaire, n'y est pas. Bon, et vous faites ça combien de fois par jour quand vous venez sur le carrelet alors? Moi en général, je le lève toutes les minutes à peu près. Toutes les minutes? Pendant 3 heures. Mais c'est pas très dur, hein. C'est pas très dur à lever. Ce qu'il faut savoir, c'est que la pêche au carrelet est une pêche de hasard. On ne met absolument pas d'appât. Ce type de pêche consiste à simplement prendre le poisson qui passe au-dessus du carrelet au moment où on le relève. Là, il y en avait un petit là. Voilà, il y en avait un petit là. En remontant plus en amont sur l'estuaire, nous atteignons le bec d'Ambès, point de confluence où la Dordogne et la Garonne se jettent dans la Gironde. À la hauteur de Bordeaux, la Garonne est si large qu'à côté, l'aile d'un Airbus A380, le plus gros avion de transport de passagers, ressemble à une aile de mouche. 7e plus grande agglomération de France, Bordeaux s'étend de part et d'autre du pont de Pierre, le premier construit sur la Garonne sous Napoléon Bonaparte. Le cœur historique de la ville est sur la rive gauche du fleuve. Le quartier qualifié de Triangle d'Or concentre en particulier les beaux immeubles et les commerces de luxe. Le quartier des Chartrons était le siège de l'aristocratie anglaise du vin. Il est à présent un des endroits les plus branchés de la ville, depuis que Bordeaux a lancé sa révolution urbaine. Une politique de grands travaux qui atteindra prochainement le bassin à flot, où un restaurateur italien a déjà senti le vent venir. Et voilà, on sort piano piano. Et voilà. Alors, ça c'est mon habitation quand je suis arrivé au bassin à flot. J'aime beaucoup ce lieu-là, j'aime beaucoup ce lieu industriel, j'aime bien
J'ai décidé de demander des permissions, des possibilités pour ouvrir une petite baraque pour faire des huîtres, des sardines, quelque chose de très très simple. On me l'a accordé, voilà, on a construit ce petit emplacement. Il cherche d'apprendre à ouvrir les huîtres, mais il n'arrive pas. Il fait que des bêtises. Et je pense qu'en Italie, en Méditerranée, il a les meilleurs poissons du monde. Hein? Demain, il arrive des rougettes de la Méditerranée, j'espère moi. Oui, Caro, comment va? Pour vous prouver que notre Italien a du flair, retenez cette image et vous verrez qu'un jour, le tout Bordeaux se précipitera dans un quartier tout neuf pour déguster ses meilleurs crus. D'un bassin à l'autre, nous prenons la direction du bassin d'Arcachon. De là, nous bifurquons plein sud pour longer la Côte d'Argent jusqu'à Hendaye, à la frontière espagnole. Au cœur du bassin d'Arcachon affleure l'île aux oiseaux, appréciée pour la végétation sous-marine qui prolifère autour. Deux drôles d'échassiers y ont trouvé refuge. La cabane Tchanké était un poste de surveillance des parcs à huîtres. Aujourd'hui, elle est l'emblème du bassin d'Arcachon. La ville d'Arcachon s'est construite autour d'un simple débarcadère. Et voilà ce qu'elle est devenue. Une station balnéaire confortable où les touristes viennent se réfugier à l'abri des vagues en suivant des yeux le va-et-vient des pinasses. À l'entrée du bassin, la pointe du Cap Ferret subit impuissante les assauts répétés des courants. Elle a beau tenter de résister, elle a déjà reculé d'un bon kilomètre en 70 ans à peine. Aussi, y a-t-il urgence à enrayer le phénomène? L'érosion aurait pu faire beaucoup plus de dégâts si un homme n'avait pas décidé du jour au lendemain de partir en guerre contre les éléments. Son arme, une simple pelleteuse. Ses munitions, les gravats fournis par les chantiers de démolition. La mission qu'il s'est fixée, colmater les brèches avec tout type de matériaux avant que sa petite patrie ne rende les armes. Pour tenir le front, notre Don Quichotte est prêt à tout. Il a déjà englouti une partie de sa fortune dans un combat qui semble perdu d'avance. La dune du Pilat culmine à 117 mètres et peut même s'enorgueillir d'être la dune la plus haute d'Europe. Sur sa crête, la vue est imprenable. Elle offre un panorama vertigineux sur les kilomètres de plages landaises, mais aussi sur la plus vaste bande de sable du littoral girondin, le banc d'Arguin. La formation de la pyramide de sable n'a rien d'une énigme. Il s'agit en réalité d'un mouvement perpétuel. La mer charrie sur le banc d'Arguin du sable que le vent arrache, grain par grain, pour le déposer sur la dune. Toujours plus au sud, le long de la Côte d'Argent. Saint-Giron est un peu l'extraterrestre du littoral. Difficile de dire s'il s'agit d'une ville ou d'un camp de vacances. Une chose est sûre, Saint-Giron est vide toute l'année, à l'exception des vacances d'été. Tendez l'oreille à présent. La puissance des vagues déferlant sur le rivage annonce une destination au contraire fréquentée toute l'année. La baie de Biarritz est qualifiée de capitale européenne du surf. Une spécialité importée tout droit des États-Unis.
La côte basque déroule ses kilomètres de plages bordées de falaises, soumises d'un côté à l'érosion marine et de l'autre au mouvement du terrain qui se dérobe peu à peu. Le Pays basque est bien connu pour un phénomène unique sur la côte atlantique. Son nom, Bellara. Bellara est une vague qui ne montre le bout de son nez qu'une à 2 fois par an. Dès qu'elle s'annonce, les surfeurs se précipitent et l'attendent des heures durant, à l'image de Peyo. Donc voilà, c'est les plus longues heures qu'on ait passées à Bellara, c'était souvent ici. Pour nous, ce qui fait la peur des pêcheurs peut être la source du plaisir des surfeurs. Et ça a commencé à être un peu un rêve pour moi, parce qu'au début, j'étais un peu le seul à connaître cet endroit. Et puis en pratiquant le surf tracté, je me suis dit que ça pouvait être un endroit qui pouvait être bien pour nous. Et puis il a fallu qu'il y ait un jour où ça a déferlé, où mes potes de secours sont venus observer, c'était en 2001. À ce moment-là, j'habitais en Angleterre. Mais j'ai réussi à revenir pour surfer Bellara pour la première fois avec tous mes potes. À 2 km au large, la houle se comprime sur un haut fond et une vague de près de 10 mètres de haut se forme sans préavis. La vague est tellement imposante qu'il est impossible de la gravir autrement que tracté par un jet ski. Après quoi, il ne reste plus qu'à surfer sur Bellara. Pour les surfeurs, le plaisir est incomparable. L'accélération sans commune mesure. La sensation d'être poursuivi par une masse d'eau de la taille d'un immeuble pourrait faire frémir. Mais pour Peyo, ce rendez-vous avec un monstre venu du fond de l'océan est juste enivrant. Alors voilà. Pour une vague, ça suffit. La première était très belle. La première était très belle. C'est ça qu'on attend depuis quelques années. À la différence des autres vagues, Bellara est une vague qu'on attend plusieurs mois et qu'on ne surfe qu'une fois, car elle disparaît aussi vite qu'elle est venue. Vue du ciel, la plage d'Andaï prend parfois des allures de fourmilière à cœur ouvert. Les plages ici sont bondées toute l'année. Il faut dire que les baigneurs viennent aussi bien de France que de l'Espagne, toute proche. Alors, plutôt que tenter de frayer entre les serviettes de bain, certains prennent le large, une façon comme une autre de prendre de l'altitude. Dernière petite incursion au niveau de Bayonne. Pour une fois, nous osons pénétrer les terres en remontant la Dour jusqu'à Port-de-Lanne, avant de redescendre vers les Pyrénées. Bayonne doit son titre de capitale économique du bassin de la Dour à sa situation à la croisée des chemins. À la frontière du département des Landes et des Pyrénées-Atlantiques, et aux confins de la Gascogne et du Pays basque, au confluent de la Dour et de la Nive, à 5 km enfin de l'océan et 30 minutes seulement de l'Espagne. Nous voici à présent sur l'Adour, qui sépare les Landes de Gascogne des coteaux pyrénéens. Jusqu'au XVIe siècle, l'Adour changeait de lit, à plaisir. Seule l'intervention des ingénieurs du roi
avaient mis fin à ces libertinages quand ils firent creuser un canal menant le fleuve droit à Bayonne. Des histoires comme ça, Albert en connaît. L'instituteur à la retraite en a noirci des cahiers qui tapissent désormais les murs de sa maison. Où est-ce que vous nous emmenez, Albert, là? Je vous emmène dans mon musée. Voici ici mon centre de documentation. C'est un grand mot, mais vous allez être étonnés. C'est le moins qu'on puisse dire. Toute sa vie, Albert a noirci des pages, collectionné des objets qui envahissent sa maison. Autant d'archives et autres reliques qui témoignent d'un temps où la Dour était bien plus qu'un fleuve. Voici la maquette de la dernière galupe qui a navigué sur la Dour à Port-de-Lanne. Port-de-Lanne était un port de pêche fluviale, mais nous étions également un port de transport fluvial, parce que toutes les villes estuariennes, Gênes, Venise, Paris, Bayonne, ont besoin pour vivre des ressources de l'arrière-pays. On ne peut pas faire pousser des patates dans les rues de Bayonne, ni de Paris. On est obligé de leur apporter donc à manger, à boire, des pierres pour faire leurs appontements, du bois pour faire leurs charpentes et leurs bateaux. Notre village est donc la capitale spirituelle de la batellerie de la Dour. La Dour, c'est une frontière, mais finalement, est-ce que c'est pas aussi un extraordinaire lieu de rencontre? Oui, c'est un extraordinaire lieu de rencontre, parce qu'autrefois, les départements, ça n'existait pas. La Dour fédérait tous ces villages-là. On ne connaissait pas les Pyrénées-Atlantiques. On était aussi copains avec les gars d'Urp, les gars de Sam, les gars de Sordes, tandis que maintenant, on ne les connaît pas. Avant la Révolution française, les départements n'existaient pas. Le découpage des Pyrénées-Atlantiques avait rassemblé d'anciennes communes et provinces, dont une amputée sans précaution. Le Pays basque, désormais reconnu comme une entité linguistique. La partie française s'étend jusqu'à la frontière espagnole. Cette dernière traverse la Rhône. Pour le gravir, il y a l'hélicoptère bien sûr, mais il existe un moyen plus pittoresque, le petit train de la Rhône, piloté ce jour-là par un basque de pure souche, un tantinet militant. Alors là, nous avons la partie la plus pentue de la voie ferrée où se font les essais de train tous les mardis. Ici, la pente se trouve de 25% à peu près. C'est pas mal quand même, hein? C'est pas mal. Et vous, Daniel, ça fait combien de temps que vous montez comme ça? C'est 28 ans. Et les animaux, là? Le potioc, c'est le petit poney basque. Alors lui, il est capable de monter sans difficulté là-haut, lui, hein? Oh oui, il n'a pas besoin d'électricité, celui-là. Vous êtes basque, vous? Oh, à 100%. Hein. Donc vous parlez en basque, alors, non? Oh, mieux que l'anglais. Un petit sourire, s'il vous plaît. On a bien compris que quand on arrive en haut, en fait, on est en Espagne. Pour moi, il n'y a pas ni de France ni d'Espagne, là. C'est toujours le Pays basque. Les Pyrénées s'ouvrent à nos yeux et nous laissent entrevoir un autre voyage, celui vers la Méditerranée. Vue du ciel, la France nous invite toujours à nous rapprocher d'un lieu, à la rencontre de celles et ceux qui donnent du sens et du lien à tous ces paysages.